suis sûr que si Manon remporte cette ceinture, et elle va la remporter, dans le dialogue avec l'équipe de l'UFC, eh ben, le rapport de force est différent et sera un peu plus favorable en faveur du management résilience. Donc, ça peut être qu'un plus, ça c'est sûr. Si la meilleure version de moi-même c'est jusqu'à la ceinture, bah, ce sera jusqu'à la ceinture. Si c'est jusqu'à un top 15, ce sera jusqu'à un top 15, peu importe. Je donnerai le meilleur de moi pour aller le plus loin possible et on verra où ça mène. Voilà, c'est quoi la mentalité. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? They're throwing spin and shit now. Du coup, on est avec Axel Sola. Merci beaucoup d'être venu ici. On va parler un petit peu de ton actu et de ton parcours aussi en MMA pour ceux qui ne te connaissent pas, mais surtout de ce qui vient actuellement. J'avais envie de commencer par un truc qui est assez marrant. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion des face-off de l'UFC Paris, juste après ta dernière victoire à Arès. Et je sais plus pour quelle raison on y est allé ensemble, assez face à face. Connaissant ton palmarès et ton avenir sûrement dans le MMA, ça me faisait assez sourire de te voir juste en face de tous ces Français qui faisaient leur face à face à l'UFC. Est-ce que c'était un moment où pas t'étais envieux, mais ça te motivait pour être à cette place? Tu t'y projetais déjà ou t'étais bien pour l'instant en te disant que voilà, ça va arriver? Voilà, petit truc spécial à voir tous tes compatriotes à Bercy défendre les couleurs. Ah ben j'étais très envieux de défendre les couleurs de la patrie à leur côté, mais c'était pas encore mon heure, mais ça ne l'est toujours pas. Donc ben, j'attends patiemment que l'opportunité se présente. Bah, justement, en parlant d'opportunités, tu m'arrêtes si je me trompe. J'ai entendu des bruits de couloir les dernières semaines que tu avais été pressenti pour être remplaçant potentiellement sur cette carte de Londres. Est-ce que c'est vrai? Ou c'était juste des rumeurs? Ben, il y avait 6 combattants dans ma catégorie de poids, donc si quelqu'un se blessait, il y avait des chances que je sois appelé. Alors je sais pas si j'étais le premier, le cinquième ou le 10e qu'ils auraient appelé, mais ils avaient déjà appelé une première fois peu après mon dernier combat en janvier. J'étais pas apte à combattre et à descendre de nouveau à 70. Donc du coup, bah, vu qu'ils ont appelé une fois, ben j'ai pour devoir d'être prêt à saisir l'opportunité si elle se présentait à nouveau. Elle s'est pas présentée, donc effectivement là j'ai fait toute une diète pour de nouveau descendre à 70. Pas pour rien, mais pour pas combattre au final, mais c'est pas grave. Et j'espère que l'opportunité se présenterait à nouveau prochainement, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'UFC en Europe prochainement, donc tous les UFC aux États-Unis c'est un peu compliqué parce qu'il faut un visa de travail pour les États-Unis. Donc je sais pas, j'ai aucune idée de la suite pour moi. Là il faut faire le point avec Aldric, mais probablement que ce sera à l'ARES encore en Bah, juin ou en mai, mais je pense pas qu'ils mettront sur la carte de mai, ils mettront en juin. ok. Ouais, à Marseille du coup. C'est à Marseille, il me semble. Ben je pense pas. Hmm. Ouais, en tout cas il faut que je combatte parce que ben il faut que ça avance et voilà. Et Parce que qu'on- c'est pas en restant dans le canapé que les choses vont aller de l'avant, donc voilà, dès que je peux combattre, je combats, hein. Bah, j'ai quand même eu une info hier à ce niveau-là. Je sais pas si tu avais vu le réel passé. Il y avait Dave Shaw qui remplace Dana White sur les événements d'Europe et je lui ai demandé s'il y avait de nouvelles signatures qui arrivaient en 2025 et il a même fait un petit twist. Il m'a répondu en français avec son accent british en disant absolument. Donc voilà, c'est ça qu'on a parlé dans l'émission aujourd'hui et lui nous a confirmé qu'en fait il y aurait des nouvelles signatures en 2025. Donc forcément, en plus je savais qu'on faisait l'interview aujourd'hui. Moi j'ai pensé à toi dans le tas, même si Virgile peut être pressenti autant que Amine, vous êtes pas mal, mais j'ai l'impression quand même que sur cette shortlist, t'as une petite avance un petit peu sur les autres, quoi. Parce que t'es à 9-1, t'as fait déjà un peu plus de 5 rounds que certains. Est-ce que toi tu partages cet avis ou t'es pas dans l'idée qu'il y ait quelqu'un qui est plus méritant que l'autre? C'est vraiment une question de être au bon moment, au bon endroit, au bon poids, par exemple. Ben il y a clairement quelque chose de l'ordre de l'opportunité. Après, au-delà des combattants français, il y a énormément de combattants qui méritent d'être à l'UFC et de combattre sur cette plateforme, mais encore une fois, être bon et le mériter, ça ne suffit pas. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on y arrive. Et voilà, donc j'essaye de remplir un maximum de cases possibles. Et voilà, moi, comme les autres combattants français, on est tous méritants. En tout cas, ceux qui sont dans la discussion, je pense qu'on est tous méritants Mm. d'avoir l'opportunité de combattre sur une plus grosse plateforme. Après, je suis pas dans la tête des matchmakers. Je sais pas s'il y a des profils en particulier qu'ils recherchent au niveau de l'âge, au niveau du score, au niveau du style de combat, au niveau de toutes ces choses qui peuvent peut-être nous différencier dans leur choix.
Et Manon, ça peut être comment dire, qu'elle prenne la ceinture, ça peut faciliter l'accès pour vous, à l'image de, par exemple, tu vois, bah, Topuria, son frère est rentré aussi plus facilement, t'as les Fighting Nerds, tu vois, il y en a un qui a un résultat, ils en ont signé d'autres parce que justement le club était compétent ou le management, peu importe, là, pour votre cas, avec Résilience et le Boxing Squad, c'est en plus la même structure. Est-ce que, voilà, la ceinture de Manon, tu penses que ça peut un peu faciliter la route pour les membres de Résilience ou du Boxing Squad pour accéder à l'UFC en fonction de leurs résultats? Ah bah je suis sûr que si Manon remporte cette ceinture, et elle va la remporter, euh, dans le dialogue avec l'équipe de l'UFC, eh ben, le rapport de force est différent et sera un peu plus favorable en faveur du management résilience. Donc ça peut être qu'un plus, ça c'est sûr. Mm. Et au niveau de sa préparation, est-ce que bah on va parler de toi, mais juste un petit peu, on a vu des photos là, je crois que c'était aujourd'hui ou hier où elle a l'air méchamment en forme pour parler poliment. Mais Et elle est toujours méchamment en oui, forme, hein. oui, Toujours. je sais. Bah, j'ai tendance à dire quand on me demande, la plupart des gens ils me disent quand t'as tourné dans les clubs, le sparring qui m'a le plus impressionné, moi c'était une après-midi quand j'étais chez vous, elle tournait avec justement une nana de l'UFC qui combattait en Australie ou il me semble quelque chose comme ça. Il y avait bref une nana qui était chez vous pour s'entraîner. Je les avais vus en sparring, c'était assez impressionnant. Mais là, vu qu'il y a une ceinture, est-ce qu'il y a passé du pareil au même ou elle a mis un degré au-dessus aussi dans sa prépa? Pour être honnête, je n'ai aucune idée des détails de sa préparation parce que bah, déjà de base on s'entraîne pas forcément aux mêmes horaires. D'accord. Et bah, du coup, en fait, 2 mois de mon œil, je la vois pas assez régulièrement dans ses entraînements pour te dire s'il y a une différence ou pas. Mais ce qui peut être sûr, c'est qu'elle donne son maximum pour être la meilleure version d'elle-même et remporter cette ceinture. Ça, Mm. c'est une évidence. Et on va parler maintenant juste pour toi. Ton dernier combat, c'était juste, je cherche la date, c'était le 18 janvier du coup 2025. Juin, ça fait quand même un peu loin quand on regarde l'habitude que tu avais de combattre, surtout d'un point de vue du calendrier. Voilà, comment tu gères ça? Est-ce que tu es content pour l'instant de faire un peu, entre guillemets, une pause ou t'es impatient là de remonter dans la cage? Comment tu te sens Bah, à l'heure comme je viens actuelle? de me faire toute une diète et une préparation pour un éventuel UFC, en fait, j'ai pas vraiment eu de pause. C'est-à-dire que j'ai fini le combat et très rapidement, je suis reparti Ah ouais. sur une perte de poids. Donc, une préparation pour combat et comment dire, tous les inconvénients qui peuvent venir avec. Donc, en fait, moi, depuis juin de l'année dernière, 2024, je suis jamais en arrêt parce qu'il y a eu Daguerre. Après Daguerre, très vite, je suis reparti en préparation pour combattre en septembre. C'est ça. Après ça, très vite, je suis reparti en préparation pour au final combattre en janvier, mais l'idée c'est de combattre à fin d'année. Et donc là, bah, je suis direct reparti en préparation pour éventuellement descendre à 70 encore une fois. Et donc bah là, j'ai la petite pause, ça va être maintenant, mais ça va pas vraiment être une pause parce que bah, du coup l'entraînement ça s'arrête jamais, mais c'est juste que il est différent. Hmm. On a plus de calories tout simplement, donc plus d'énergie. Je mets en général un peu moins d'intensité. J'ai des moins gros pics d'intensité dans mes semaines, mais un plus gros volume d'entraînement pour Mhm. favoriser le développement technico-tactique. Donc cette phase-là, elle est intéressante aussi parce que c'est là que on s'enrichit en tant que combattant. En tout cas, c'est là que moi je m'enrichis en tant que combattant. Et après, bah, les préparations de combat, on est là à solidifier les acquis, donc c'est pas le même rapport à l'entraînement. Donc là, Et, on est vraiment sur une recherche de progrès, quoi. ok. Et tu parles que du On coup, rentre dans une phase de recherche de progrès, donc Hmm. en attendant les prochaines dates. Et petite question technique avant de fermer entre guillemets la parenthèse UFC, c'est à exclure l'option Contender Series. Vous visez une entrée directe dans l'orga parce que bon, tu parlais qu'il n'y avait pas d'événement en Europe, mais les saisons la saison des Dana White Contender Series va bientôt recommencer. Est-ce que c'est une option pour toi ou tu es beaucoup plus sur Bah, vous êtes plus sur... c'est pas moi qui décide. Mhm. C'est à Aldric qu'il faut poser la question, j'en ai aucune idée, on n'a pas parlé depuis la confirmation que je combattrai pas ce samedi, donc Ok. aucune idée. Et ils t'ont dit ça quand? Enfin, jusqu'à quand t'étais dans l'attente à peu près? Bah, jusqu'à peu près jeudi midi. Ah ouais, carrément. Vu que Ok. la pesée c'était le vendredi matin. Hmm. Bah ouais, après j'y croyais plus trop parce que si quelqu'un se blessait, c'était pas la dernière semaine qu'il y a des chances que ça arrive. Il y avait une plus grosse probabilité que ça arrive la semaine avant sur les derniers sparring, tu vois. Mais bon, la semaine avant, elle est passée, j'ai vu qu'il y avait rien, qu'il y avait pas d'appel, donc c'était très très peu probable qu'un des combattants se blesse en faisant des pattes, quoi. Ouais. Après, Voilà, je savais que c'était actuellement. c'est arrivé il y a 2 semaines à un gars à l'UFC, j'ai plus son nom, où justement pendant qu'il faisait les pads, il a trébuché sur le tapis et il s'est fait la cheville. Genre,
C'est vraiment scène, Ouais, il scène y a affreuse. des petites actions comme ça où Saroukian qui se fait mal à l'échauffement un peu Ouais, avant le combat, mais c'est pas niveau statistique, je pense pas que ce soit là qu'il y ait plus de chances qu'un combattant se blesse dans une préparation, ouais, quoi. c'est sûr qu'on peut pas trop compter là-dessus. Très peu Euh, probable, quoi. Donc, t'as parlé de Daguerre avant. Est-ce que c'était le plus gros combat de ta carrière? alors, bah, en termes de challenge, ouais, c'est définitivement des plus difficiles, hein, parce que j'ai dû surmonter un carreau et c'était vraiment pas facile. Et bah, qu'est-ce que j'en ai retiré? Bah, j'ai fait un ensemble de bêtises à chaque round, alors qui était exacerbé par le fait que je me suis pris un KO le premier round. Quoi, on n'est pas vraiment soi-même après ça, surtout quand il faut combattre encore 4 rounds. Et l'expérience du combat, tu vois, je sais que je pourrais pas te l'expliquer, mais le fait de faire face à des épreuves de la sorte dans le combat, eh bien, je pense que ça te rend encore plus tenace comme combattant de manière générale. Donc, après, il y a des choses très terre à terre dans ma manière d'avoir géré ce combat que j'ai pris en compte. Tu vois, par exemple, les moments que je choisis qui ont été complètement désadaptés et qui ont mené à ce début de KO que je me suis pris pour me fixer et rester en face de mon adversaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour faire les choses et bah, là, par exemple, sur cette séquence-là bien précise, c'était visiblement désadapté. Donc voilà, un ensemble de leçons de la sorte que j'ai pu tirer sur toutes les bêtises que j'ai pu faire au fur et à mesure du combat. Ah oui, parce que je te pose la question par rapport à tes deux combats qui ont suivi, où on a deux finishes au deuxième round. Est-ce que justement tu as changé quelque chose dans ton approche ou voilà, tu as essayé peut-être de prendre des informations plus rapidement et d'appliquer entre guillemets la marche avant ou le game plan plus rapidement? Est-ce que voilà, toi tu as senti une différence entre le Axel Sola d'avant Daguerre et d'après dans la cage? Je le dis par rapport au Alors, résultat. je dirais pas que je cherche à faire les choses plus vite, mais au contraire à les faire plus lentement, parce que Ok. c'est l'idée, c'est de pas se précipiter, de vraiment prendre le temps. Et il y a vraiment un moment où je dois prendre sur moi là dans ces deux derniers combats, où j'ai envie d'y aller, mais il faut pas que j'y aille. Mhm. Pourquoi on me demande d'attendre, attendre, et de prendre le temps de vraiment sentir le timing de mon adversaire. Et même si à un moment donné, je commence à le sentir, j'ai envie d'y aller. Et même à un moment, là, dans mon dernier combat, ça y est, je commence à avoir son timing en tête, j'ai envie d'y aller. Je commence à me fixer pour aller dans l'échange, quoi. Et mon coin me demande de sortir, et je m'énerve. Je me vois lever la main vers mon coin. Alors, je commence à être frustré parce que... Donc c'est un exemple, tu vois. Mhm. Parce que j'ai cette tendance à vouloir y aller un peu trop vite, mais il faut prendre le temps. Surtout quand il y a 5 rounds, il n'y a rien qui presse. Donc je prends plus mon temps dans ces deux derniers combats vis-à-vis Ah, du combat de bagarre. je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, c'est les deux combats que tu as fini le plus rapidement à Arès. Ceux où tu as pris ton temps, il me semble. Ouais. Donc, Alors je sais pas s'il y a vraiment un lien de cause à effet, parce que bah, les combattants, c'est pas les mêmes, mhm. mais Après, le fait est que je trouvais quand même solide. Hein. Enfin, pour moi, bah, même Gagloev, il était. Gagloff était très très bon boxeur, hein. Ouais, Très très bon boxeur. Il était, je pense, bien meilleur combattant que le dernier que j'ai pris. Il était beaucoup plus dur à lire. Il mariait les rythmes, il changeait de garde. Euh, il avait vraiment des timings un peu étranges. mm. C'était très inusuel sa manière de boxer. Mais ouais, lui il était beaucoup plus fort, je pense, que le dernier que j'ai pris. Le dernier que j'ai pris était assez, comment dire, il avait, comment dire, là, il avait un game plan, il avait une suite de mouvements et il l'appliquait. Il y avait pas trop de variabilité dans ce qu'il proposait, quoi. Il Mhm. changeait pas de garde, il changeait pas de rythme. Mm. Il avait toujours les mêmes appels, il masquait pas ses attaques, pas de la même manière que Gagloev, qui était beaucoup plus sneaky. Mm. Mm. T'es à 9-0-1 là. Est-ce que pour la suite, justement, par rapport à ta situation et ta position avec l'UFC, il faut faire attention sur les match-ups maintenant? Est-ce qu'on peut s'attendre, si tu recombats Arès, à voir des gros adversaires? Ou bien pas des combats plus accessibles, je déteste cette expression, mais des combats qui mettent moins, entre guillemets, en danger pour la suite. Enfin, je sais pas si tu vois, enfin, je sais que tu vois le sens de ma question, mais je sais Oui, pas si oui, tu... je vois très bien. Encore une fois, c'est une question Ouais, c'est Aldric, ouais. qu'il faut poser à Adric, hein. C'est pas moi qui Mm, décide qui j'affronte. J'ai jamais décidé qui j'affronte. mm, Moi, mon rôle, c'est progresser, devenir un meilleur combattant et ça s'arrête là et combattre. mm. Ou tout le reste, toute la stratégie et tout le rapport au matchmaker et au plan de carrière, je m'en occupe pas. T'as jamais Donc, refusé un tu vois, combattant? c'est bien. Si Adric me dit on y va, j'y vais. Bête et méchant. C'est-à-dire que Bah oui, ouais. oui, mais ça me va bien comme ça. J'ai pas Ok. envie d'avoir à y réfléchir en fait, tout simplement. Donc,
Et est-ce que c'était aussi sa direction pour ton parcours amateur? Je voulais en reparler, tu as 24 combats amateurs et il me semble à part 2 exhibitions ou une compétition que c'était au Moyen-Orient, tu as 22 combats IMAF. Donc tu n'avais pas fait un seul gala, que ce soit championnat d'Europe ou championnat du monde. C'était une volonté particulière d'avoir un parcours entre guillemets très académique à ce niveau-là? Bah, il y avait que l'IMAF pour combattre à l'époque. Il y avait même pas de sélection en France. Enfin, il y en avait Ouais. la dernière année où j'y étais, mais c'était vraiment chaotique, quoi, pour accéder Tu commences en au quoi? combat. 2016, 2010, 2016, 2017? 2017, fin 2017, championnat du monde, les premiers. Je suis resté 2 ans en amateur. J'ai fait 2017 et 2019. Hmm. De 2017 à 2019, et voilà. Et même une fois, j'ai dû me battre avec la CF MMA de l'époque pour combattre, parce qu'ils m'avaient promis que je pouvais faire les championnats d'Europe. Puis au final, ils ont pas voulu. Ils m'ont dit non, pas cette fois, ou je sais pas quel problème il y avait pour que je ne combatte pas. Mais au final, à l'époque, il y avait une autre fédération de sport sportive en France qui était affiliée à l'IMAF, ce qui était Mhm. la fédération de Pankido. D'accord. Et du coup, par ce biais, bah, j'ai contacté le monsieur de la fédération, je lui ai demandé si je pouvais combattre, il m'a dit oui, pas de souci, et par ce biais, j'ai pu m'inscrire. Et je les ai gagnés, ces championnats d'Europe. Mhm. Mais par contre, ils étaient là pour la photo, Mhm. bien évidemment. Mais non, mais après, je me rends pas compte de ce que ça impliquait pour eux que j'y aille, donc il y avait sûrement une raison valable à ce que j'y aille pas, mais bon, j'avais la fougue et la volonté de combattre, et je l'ai fait. Et aujourd'hui, tu conseillerais quoi à un jeune de mélanger IMAF et gala ou tu serais plus sur un format justement IMAF? Après, le parcours amateur est pour moi pas forcément nécessaire pour une réussite en pro, hein. Ok. L'exemple de Baki, tout simplement, qui, je crois, dès ses 18 ans, il est passé professionnel, ou c'est Adil Parnasse. Très jeunes, ils sont passés professionnels, ces combattants, et ils ont eu beaucoup de succès très tôt, parce qu'ils avaient une maturité vis-à-vis du sport qui était très tôt développée. Donc après, il faut comprendre aussi la logique interne de ton combattant. Si ton combattant il est prêt, Mm. il faut aller en professionnel, parce que ça prend du temps de monter un score pro, ça prend du temps d'arriver à des organisations telles que l'UFC. Et moi, aujourd'hui, je suis passé pro un peu tard, je dirais. Mm. Je suis pas en retard, mais je peux pas me permettre de perdre du temps. Je peux pas me permettre une blessure ou quoi que ce Mm. soit. Enfin, si ça arrive, on fera avec, mais voilà. T'as 27 ans, c'est ça? Bah après, Je m'a- je suis d'accord sans l'être avec toi parce que t'es techniquement à 5-6 ans de ton prime physique, tu vois. ouais, c'est vrai. Mais on sait pas de quoi la vie est faite. Et bon, Mm. une fois que tu es dans une organisation telle que l'UFC, c'est une putain de montagne à gravir. Et Ouais, c'est bien long. sûr. Ça peut être très très long. Mm. Ça peut être, s'ils veulent te faire combattre une fois par an, c'est une fois par an et t'as intérêt à faire le show quand tu combats, quoi. T'as intérêt à leur montrer que tu vaux le coup comme combattant. Donc ça se fait pas, ça se montre pas comme ça, une organisation comme l'UFC. Donc, c'est sûr que ce serait plus confortable d'être à l'UFC maintenant, d'être bien lancé dans l'UFC, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm. voilà, je pense que c'est important de comprendre la logique interne de ton combattant. Alors, c'est sûr que c'est toujours bien de d'avoir de l'expérience de combat. Donc, si combat amateur, il y a choix qu'il y aura, eh bien, il faut qu'il soit réalisé assez tôt. Je pense le plus tôt possible. Dès les 18 ans, il faut enchaîner. Ouais. Il faut enchaîner. Je dirais le parcours idéal, ouais, de 18 à 21. Compétition amateur, grappling, lutte, un maximum de compétition dans tous les sports. Avec priorité bien sûr pour le MMA. Et puis à 21, on passe professionnel. Donc il y a une première moitié de compétition où on peut dire qu'une organisation telle que l'ARES, c'est la fin de cette première moitié. Par exemple. Ou notre organisation française, ou Cage Warrior, ou ce Mm. genre d'organisation. Boum. Donc première moitié de 21 à 25 jusque-là. Et après de 25 à 30, organisation un peu plus conséquentes telles que, je sais pas moi, le KSW, PFL, Ouais. Bellator, UFC. Donc ouais, je dirais que ce serait ça le parcours idéal, comme ça te laisse 5 ans pour arriver à tes 30 ans au Mm. top de ta caté, tu vois. Et c'est bien de pas être dans le rush parce que quand t'enchaînes les combats, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors après c'est vrai pour moi, c'est pas vrai pour tout le monde, mais l'entraînement c'est pas le même quand t'es en diète et quand t'es pas en diète. Ouais. T'as plus d'énergie, donc tu peux passer plus de temps sur le tatami tout simplement. Tu peux aussi prendre le temps de voyager, d'apprendre sur d'autres méthodes d'entraînement, de tourner avec d'autres personnes, et c'est le genre de choses qui sont compliquées de faire quand t'es en train de faire une diète intense. Parce que ben il y a beaucoup de fatigue et en fait il faut laisser le moins de place à l'imprévu et à la blessure. Et ben c'est sûr que c'est plus facile du coup pour les sparring d'être dans un cadre familier, avec des Mhm. sparring familiers, tu vois. De pas être avec des gens qui vont essayer de te descendre à tout prix alors que t'es dans un état de fatigue extrême. C'est ça sonne évident, mais dans les Ouais. faits, ça l'est pas forcément, quoi. Donc
c'est sûr que bah, si tu as ce temps-là devant toi, bah, c'est bien de faire un combat, récupérer, prendre le temps de voyager, s'entraîner ailleurs. Parce que je pense que c'est toujours bien Hmm. de sortir de sa zone de confort et de voir ce qui se passe ailleurs. Bah, Entraînement. tu me fais la transition parce qu'il y a un mème qui tourne beaucoup sur Internet de Islam Makhachev qui dit Send them to Dagestan and forget. Tu parlais de voyager, bah toi tu y es tout simplement allé au Daghestan. Comment c'était? Tout simplement. Et est-ce que c'est si hardcore qu'on le dépeint ou on se fait des films un petit peu en tête? Je pense que le niveau est Ouais. exceptionnel, mais est-ce que c'est plus cool qu'une corvée? Ben, à vrai dire, j'ai rien vu du Daghestan, hein. De ce que j'ai vu, je suis pas resté assez longtemps pour vraiment en avoir une image globale. J'ai fait qu'un seul gym de MMA là-bas et un gym de lutte, tu vois. Mais des gyms Hmm. de MMA, il y en a beaucoup, hein. Il y a le gym de Khabib, il y a le gym de Zabit Magomed-Shapirov, je Ouais. crois, dans la ville. Mais il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais pas. Il y a un qui s'appelle Gorégim qui est pas mal. Il y a un combattant que j'ai affronté qui est très très fort au sol là maintenant. Il y a un ensemble d'endroits pour s'entraîner, tu vois. Dans les villages, il y a un village où il y a un des meilleurs clubs de boxe thaï de Russie, tu vois. Donc ça vaut le coup d'aller le voir. Je l'ai Hmm. pas vu, bien évidemment, mais j'aimerais. Donc j'ai fait la Tchétchénie aussi, donc c'est encore un autre monde. Là, c'est un peu plus centralisé, on va dire, pour les Mhm. combattants, parce que tu as un gros club qui regroupe la plupart des combattants. Mais le truc, c'est qu'en parallèle de ça, bah déjà dans ce gros club, ils sont pas tous là en même temps. Donc il y a des moments où ils sont là et d'autres qui sont Ouais. pas là. Donc ça vaut le coup d'y retourner plusieurs fois pour découvrir les autres combattants. Mais il y a aussi des boxeurs purs, des lutteurs purs, des judokas purs, tu vois. Donc ça aussi, c'est des gens que j'ai pas eu le temps de m'entraîner avec, mais ça vaut le coup. Donc en fait, t'as un vivier de combattants qui est exceptionnel dans le Caucase. Donc il y Dans a tous les vraiment moyen domaines en de fait. s'entraîner tout le temps avec tout le monde, ouais. Hmm. Alors après, dans le club où j'étais, l'entraînement c'était assez entre guillemets standard de ce que j'ai pu voir. En termes de la gestion du volume, c'était pas abusé, tu vois. J'ai vu des endroits où c'était vraiment abusé, mais là où j'étais, c'était pas abusé. Mais selon les gyms, par exemple, je sais qu'à Khabib Gym, c'est beaucoup plus exagéré le volume qu'ils mettent sur les entraînements. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre avec un des gars qui avait fait le sparring pour Islam Makhachev et qui Ok. j'étais à KHK MMA. Donc encore une fois, c'est au-delà du Daghestan, c'est chaque gym a À sa son comment dire, ADN. Son a ADN sa et logique ça. d'entraînement. Hmm. Donc après là où j'étais, ils étaient très très forts en lutte, très très forts sur les positions au sol, très très forts à s'échapper au sol. Et au milieu de tout ça, il y en a quelques-uns qui, en plus de d'avoir ce niveau de lutte très très bon, et ce niveau de grappling de manière générale très bon en boxe. Hmm. Donc ouais, il y a vraiment des pépites là-bas, hein. Là-bas, mon niveau il est random, hein. J'étais un mec comme les autres quoi. Ouais. En plus, Même en striking, il n'y a pas un domaine, par exemple, où tu as apporté quelque chose, où tu te sentais que tu étais au-dessus? ouais, j'avais un petit truc en striking, mais c'était pas suffisant pour mettre un gros écart. En fait, le niveau de lutte, après j'ai pas eu 40 sparring, hein. Je Hmm. tournais avec, il y en avait un avec qui, de mon poids avec qui je tournais tout le temps. En fait, le truc, ouais, c'est que je mets pas un écart assez gros avec ma boxe pour compenser le déficit sur le cash control sur la lutte que je pouvais avoir avec eux. Après, Hmm. je m'en sortais bien aussi là-dessus, mais non, vraiment, c'était pas facile, hein. Les sparring étaient vraiment très compliqués là-bas. Hmm. Mais je le savais parce que c'est une équipe avec qui je me suis entraîné quand je suis passé professionnel, donc Ouais. je les connaissais déjà. Et ouais, il y a du boulot, hein. Je Il y a du te, boulot. je te crois là-dessus. On a bientôt, bientôt fini. Moi, il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi parce que je trouve, c'est pas que je le trouve faux, c'est que je trouve que les gens, ils ont des fois une mécompréhension des gens qui ont juste leur caractère. T'es souvent dépeint comme quelqu'un d'introverti. Il y a même des mots que je trouve presque insultants parce que il y a des gens qui souffrent de ça, un peu à la Lionel Messi, où on dit que t'es un peu un autiste du MMA. J'aime pas trop cette expression pour être honnête avec toi parce que bah, on a souvent parlé, t'es juste un mec chill, tu vois. Euh, tu crois que ça vient d'où et est-ce que ça te va qu'on te mette cette étiquette-là parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment représentative de qui tu es pour être honnête. Non, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être que ce soit enfin, ça n'est pas difficile pour moi de parler et de parler avec des gens ou de parler de moi Bah ou de ma oui. vie ou de mes réussites comme de mes échecs, tu vois. J'ai aucun souci à m'ouvrir et à parler de moi. Alors, par contre, je peux ne pas avoir l'air accessible, notamment en période de diète, ça c'est possible. Parce que j'ai en tête l'exemple de Solid Mike qui suivait Virgile dans un premier temps Mhm. et qui m'a rencontré la première fois où je me préparais pour donc le combat contre Tourpal, mais c'était la pire préparation de ma vie, la pire diète de ma vie. J'étais alité pendant toute la semaine. Ouais. Avant le combat, j'étais vraiment dans le mal et
Et lui, il arrive, il me voit comme ça, tu vois. Donc, bah, c'est sûr que là, j'avais pas l'air friendly, tu vois. J'avais pas forcément l'air Hmm. accessible, du coup. Mais non, dans la vie de tous les jours, je pense que je suis assez accessible. Après, peut-être, c'est pas l'image que je donne aux gens. Ils ont l'impression que c'est dur de me comprendre ou de savoir qui je suis. Par contre, quand j'étais plus jeune, j'étais effectivement introverti. C'était difficile pour moi, en fait, parce que dans mon rapport aux autres, il y avait un décalage. J'ai pas envie de dire que j'étais en avance, mais sur certaines choses, j'étais pas comme les gens de mon âge. Et du coup, j'essayais de me rendre idiot pour essayer d'équilibrer le truc, mais ça marchait pas du tout, tu vois. Et j'avais du mal à trouver mon équilibre dans mes rapports sociaux quand j'étais au collège et au lycée. Après, à la fac, j'ai accepté ma différence et au fur et à mesure, j'ai de plus en plus accepté. Aujourd'hui, bah, je pense qu'on est tous différents les uns des autres, mais quand j'étais plus jeune, en fait, c'était sur certaines choses, j'étais pas sur la même fréquence que les autres et c'était compliqué, quoi. Donc, C'est- effectivement, j'ai eu une petite période un peu désadaptée, mais bon, ça m'est passé avec l'âge et j'espère que dans les années à venir, c'est pas ce qu'on retiendra de moi, que je suis quelqu'un de désadapté socialement, mais Et ouais, je voulais t'amener là-dessus parce que c'est pas que c'est injuste, c'est juste que je trouve que bah, si déjà on met des étiquettes, qu'elles soient bonnes, tu vois. Moi, je suis pas contre les étiquettes, mais qu'elles soient vraies au moins, quoi. Et c'était pas, je trouve, te faire justice de te dépeindre comme ça. Enfin, voilà. Donc c'était pour ça que je voulais revenir là-dessus. Dernière question que j'ai pour toi. Euh, Partons dans un futur où tu es signé à l'UFC. T'y es, ça y est. On aura quoi comme Axel Sola? Est-ce qu'on aura un combattant qui va nous dire qu'il est là pour prendre la ceinture, peu importe le temps que ça va lui prendre, ou plus à la Morgan en disant non, je prends combat par combat, je fais les choses étape par étape et on verra. On peut s'attendre à quoi de ta part? euh, ah vraiment, bah moi après ma manière d'être, elle va pas changer hein, vis-à-vis du combat, c'est combat après combat, donc plus comme Morgan, je dirais. Mais toi, alors au fond de toi, tu... J'aime bien Le la but c'est question. d'aller plus loin possible, donc Hmm. le plus loin possible avec bah, ce que je suis et mes qualités, mes défauts en tant que combattant. Donc si la meilleure version de moi-même c'est jusqu'à la ceinture, bah ce sera jusqu'à la ceinture. Si c'est jusqu'à un top 15, ce sera jusqu'à un top 15, peu importe. Je donnerai le meilleur de moi pour aller le plus loin possible et on verra où ça mène. Voilà, c'est quoi la mentalité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à part des victoires? Euh, une belle progression Voilà. Ah, c'est ce qu'on va te dans souhaiter. la vie, sur tous les aspects. Franchement, ça s'annonce pas mal, hein, tout ce qui se passe avec votre nouveau gym. Manon, il y a toi et Virgile qui sont en train de monter. Tu passes dans l'étape 25 ans, 30 ans dont tu parlais. Vous avez les jeunes derrière en amateur qui sont en train de pousser. Il y a Baris qui est champion hexagone. Ilyes, enfin, franchement, c'est pas mal le boxing squad aujourd'hui. Je trouve que vous en sortez bien. Voilà. On avance petit à petit. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je vais couper le live. Nous, ça va nous laisser vite fait en ligne, mais je trouve que l'interview était cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, que ce soit bah, sur NoSense ou sur les réseaux d'Axel Sola, parce que c'est très très important en 2025 le following, parce que c'est aussi là-dessus que sont basées leurs futures primes. Donc voilà, abonnez-vous, donnez de la force, c'est hyper important. Et merci beaucoup. Vous étiez sur NoSense, l'équipe. Who the fuck is that guy? Who the fuck